Nous allons maintenant attaquer la troisième partie du chapitre réaction redox. Pour cela, nous allons commencer par voir les électrodes de référence parce que ce sont des éléments qui vont être extrêmement importants pour étudier l'ensemble des espèces que l'on peut rencontrer. En fait, les électrodes de référence, ça va être des électrodes dont on connaît parfaitement le potentiel et qu'ensuite, pour établir le potentiel des autres électrodes, on va constituer une pile avec l'une de ces électrodes de référence et l'électrode dont on veut mesurer le potentiel. On va, ici, je vous mets un exemple qu'on va de suite étudier, c'est l'électrode standard à hydrogène dont le potentiel va être arbitrairement fixé à 0 volts. Je vous propose donc d'attaquer avec l'électrode standard à hydrogène. Je vous dis que c'est une électrode à gaz pour laquelle on a le gaz H2 est à la pression de 1 bar, c'est-à-dire que l'activité du gaz H2 sera de 1. La solution contient des ions H+, à 1 mol par litre, c'est-à-dire que l'activité des ions H+, sera égale à 1. Et donc le potentiel de cette électrode, qui repose sur le couple H+, H2, va s'écrire selon la relation de Nernst, E égale E0 du couple H+, H2 plus 0,06 sur 2 log de H carré sur pH2. Alors vous pourriez me dire qu'au lieu de mettre 0,06 sur 2, je pourrais mettre 0,03, mais comme ici je sais que pour cette réaction j'ai 2 électrons, je préfère le mentionner comme ceci, mais comme H carré, l'activité de H et l'activité de H2 est égale à 1, vous voyez que le log est égal à 0, et que donc à partir de là, j'ai E égale E0 du couple H H2. Et internationalement, on a convenu que ce E0 serait égal à 0 volts, et donc cette valeur-là sera une valeur de référence absolue. ESH, l'électrode standard à hydrogène, est une électrode dont le potentiel est fixé à 0, ce qui revient à dire que lorsqu'on va coupler cette électrode avec une électrode qui est à un potentiel positif, eh bien les électrons vont quitter ESH, c'est-à-dire qu'il va se dérouler l'oxydation au niveau de l'électrode de ESH. Et en revanche, si l'autre électrode est à un potentiel négatif, alors l'électrode standard à hydrogène va recevoir les électrons, va donner lieu donc à la réduction, et elle sera la cathode. Ce que je vous ai mentionné ici, c'est-à-dire que si vous voulez le relire à tête reposée, vous pouvez toujours faire un arrêt sur image de cette vidéo. On a également l'électrode calomel saturé. Le calomel, c'est Hg2Cl2. Hg2Cl2, c'est un sel très peu soluble. Et comme Hg est liquide, on va devoir utiliser non pas un barreau de platine, mais un fil de platine comme agent de transmission. Alors je vous ai fait un schéma qui vaut ce qu'il vaut, en particulier le fil de platine ressemble plus à un barreau, mais ce qu'on retient, c'est que ce fil de platine, donc, qui est en bleu ici, est au contact de la solution qui est en gris et au contact du sel qui est en vert. Et donc ce que vous voyez, c'est que dans la partie solide, nous avons Hg, Hg2Cl2 et KCl. Pourquoi KCl? Ça, c'est ce qu'on verra un peu plus tard. La réaction d'électrode, c'est donc Hg2Cl2 plus 2 électrons donne Hg, 2Hg liquide plus 2Cl-. La relation de Nernst qu'on applique nous fait E égale E0 de Hg2Cl2 Hg et pas Cl-, plus 0,03, 0,06 sur 2 si vous voulez, log de 1 sur Cl- carré. Vous voyez bien que la seule espèce qui ait une activité différente de 1, c'est Cl-. On voit bien que cette électrode va avoir un potentiel qui varie avec la concentration en Cl-. Et pour maîtriser parfaitement cette concentration en Cl-, on va utiliser du KCl, qui est un sel parfaitement soluble. On maîtrise parfaitement les concentrations de Cl- que l'on produit en introduisant la quantité de KCl souhaitée. Donc Cl- va avoir une concentration fixe parce que l'apport de Hg2Cl2 à la concentration Cl- sera tout à fait négligeable par rapport à celle de KCl, et ainsi on connaîtra parfaitement le potentiel de cette électrode.
Même chose lorsqu'on va faire une pile en couplant l'électrode au calomel saturé avec une autre électrode. L'électrode au calomel saturé sera le pôle positif, c'est-à-dire qu'elle sera le siège de la réduction, ou en d'autres termes la cathode, si le potentiel de l'électrode au calomel saturé est supérieur à l'autre, et elle sera l'anode si le potentiel de l'électrode au calomel saturé est inférieur à l'autre. Et donc, bien entendu, pour avoir le potentiel, on va faire comme ceci. Le potentiel, la différence potentielle entre les deux électrodes, c'est la valeur absolue de E au calomel saturé moins le E de l'électrode que l'on étudie, que j'ai noté X. On va maintenant s'intéresser à l'influence à la complexation et de la précipitation sur le potentiel standard. En fait, ce que je vous dis ici, c'est que l'électrode au calomel saturé va faire intervenir un sel peu soluble, Hg2Cl2, et un métal Hg. Cet exemple va nous permettre d'illustrer le traitement à mettre en œuvre en face d'un couple, sel d'un métal, en équilibre avec le métal en question, c'est-à-dire qu'on met par exemple un barreau aimanté, un barreau qui plonge dans la solution en métal, et le sel avec un cation de ce métal sera dans la solution. On va faire donc un traitement théorique de l'électrode au calomel saturé. Ce que je vous dis, c'est que cette électrode, on va pouvoir la traiter de deux façons différentes. En fait, on va considérer deux réactions qui ne sont pas parfaitement équivalentes, mais qui sont amenées à produire le même résultat. Donc, d'abord, première hypothèse, on dit, puisqu'on a du Hg2Cl2 et qu'à la fin on a du Hg, c'est directement Hg2Cl2 qui est réduit en Hg. La réaction d'électrode, c'est alors celle qu'on a écrite précédemment. Vous la voyez. Le potentiel de cette électrode, c'est E égale E0 de Hg2Cl2 Hg. Vous voyez que ici j'ai corrigé, j'ai pas mis Cl le moins, mais Hg, puisque c'est ça. 0,03 log de 1 sur Cl le moins carré. Là aussi, j'ai mis 0,06 sur 2, j'ai dit que ça faisait 0,03, ce que je suppose vous serez d'accord pour partager comme point de vue. Mais on peut aussi considérer que, en fait, la réaction d'électrode, c'est Hg2 de plus qui est réduit en Hg. La réaction d'électrode s'écrit alors comme ceci. Le potentiel, pour avoir la concentration en Hg2 de plus, eh bien, je devrais écrire la réaction de solubilisation du calomel, Hg2Cl2 dans Hg2 de plus 2Cl de moins, avec un Ks qui est égal à Hg2 de plus que multiplie Cl le moins carré, c'est-à-dire Hg2 de plus égale Ks sur Cl le moins carré. Le potentiel d'électrode alors devient E égale E0 du couple Hg2 de plus Hg, Hg pas Hg moins, plus 0,03 log de Hg2 de plus. Mais Hg2 de plus, vous voyez qu'on devra le remplacer par Ks sur Cl le moins au carré. Et donc, quand je vais introduire ceci, quand je vais mettre donc E égale E0 de Hg2 de plus slash Hg plus 0,03 log de Ks sur Cl moins carré, vous voyez que je vais pouvoir sortir le 0,03 log de Ks, et à ce moment-là, il me restera 0,03 log de 1 sur Cl moins carré, qui est la partie correspondante à celle qu'on a notée en rouge un peu plus haut dans la diapositive. Et donc, avec tout ça, on arrive en finale à dire que le E, c'est E0 de Hg2 de plus Hg, Hg de plus Hg, plus 0,03 log de Ks, plus 0,03 log de 1 sur Cl le moins, comme ceci. Et donc, comme les deux approches, en fait, le système, l'électrode, elle s'en fiche éperdument qu'on ait écrit la réaction du sel ou la réaction du cation. Donc en réalité, ici, ce que l'on va faire, c'est tout simplement dire que les deux écritures doivent être équivalentes, c'est-à-dire que j'ai ceci, et que donc à partir de là, vous voyez que par identification, je suis rendu à E0 de Hg2Cl2 slash Cl le moins, et slash Hg encore une fois,
égale E0 de Hg2 plus Hg plus 0,03 log de Ks. Le Ks, c'est bien celui de Hg2Cl2. Et donc, comme E0 de Hg2 plus Hg vaut 0,80 volts, Ks 10-38, vous voyez que c'est un sel extrêmement peu soluble, eh bien il vient le E0 de Hg2Cl2Hg égale 0,24 volts. Et donc, cette démarche-là, de considérer la réaction du sel et la réaction du cation, on pourra toujours l'appliquer pour établir le potentiel standard apparent d'un couple sel de métal en équilibre avec ce métal. Effet de la complexation sur le potentiel apparent. Cette fois-ci, on va prendre en compte un autre phénomène, c'est que les cations peuvent être complexés et à ce moment-là, bien entendu, un cation complexé va voir le potentiel de l'électrode correspondante affecté. Ici, je vous propose de mesurer le potentiel d'une électrode constituée d'une solution de cation métallique en contact avec son métal. Par exemple, ce qui est relativement simple à faire, c'est Ag+ en contact avec Ag. Eh bien, la réaction est la relation de Nernst. La réaction, c'est Hg+ plus un électron donne Hg. Et par ailleurs, E égale E0 du couple Ag+ Ag plus 0,06 log de Ag+, comme ceci, avec E0 de Ag+ Ag égale 0,80 volts. Et donc maintenant, si on introduit des ions Cn- en quantité suffisante dans la solution, on va former le complexe AgCN2-, suivant la réaction que je vous ai écrite, Ag+ plus 2Cn- donne le complexe cité auparavant. Et la constante de formation de ce complexe avec deux unités de ligand, ça va être concentration en AgCN2- divisé par concentration en Ag+, que multiplie concentration en Cn- carré. Et donc, pour détailler l'évolution du potentiel dû à cette addition de Cn-, on peut considérer maintenant de nouveau les deux visions possibles de l'électrode. La première vision, c'est de dire c'est le couple AgCN2- Ag qui réagit. Donc, je vous ai écrit la réaction. Elle restitue les Cn-, et vous voyez donc que vous avez le couple E0 AgCN2- Ag plus 0,06 log de AgCN2- sur Cn- carré. Mais on peut aussi considérer que c'est le couple Ag+ Ag avec la réaction donc Ag+ plus un électron donne Ag. L'application de la relation de Nernst vue dans la diapo précédente nous fait E égale E0 de Ag+ Ag plus 0,06 log de Ag+. Sauf que cette fois-ci, Ag+ va dépendre de la constante de formation de β2. Donc je vous écris Ag+, concentration en Ag+, en fonction de β2, de AgCN2- et de Cn- carré, comme ceci. Donc je vais pouvoir remplacer comme ceci. Vous voyez qu'à ce moment-là, j'ai donc E égale E0 de Ag+ Ag plus 0,06 log de 1 sur β2 plus 0,06 log de concentration en AgCN2- divisé par concentration en Cn- au carré. Et donc, par identification avec la précédente, vous voyez que vous avez E0 de AgCN2- Ag égale E0 de Ag+ Ag plus 0,06 log de 1 sur β2. Voilà donc comment on prend en compte la constante de formation du complexe ici. On va maintenant étudier l'évolution du potentiel d'une électrode lors d'un dosage. On va d'abord considérer le cas où on n'a pas de réaction redox, comme ceci. On peut suivre l'évolution du potentiel d'une électrode en métal M en contact avec une solution d'ion Mn+, lorsqu'on rajoute des ions A- dans la solution, sachant que on va former entre Mn+ et A- un sel très peu soluble, dont le produit de solubilité est Ks. Donc avant tout ajout de A-,
le potentiel va être donné par la relation de Nernst. E égale E0 du couple Mn plus M plus 0,06 sur N log de Mn plus. Mais lorsqu'on ajoute des ions A-, il y a diminution simultanée de Mn plus et de E. En effet, puisque E est directement relié à la valeur de Mn+, si Mn+ diminue, E va diminuer. Mais donc, il sera possible à tout instant de calculer la concentration en Mn+, grâce à la connaissance de Ks, et de A- ajouter. Et ainsi, on pourra suivre l'évolution de E avec la concentration en A- ajoutée. On va maintenant voir le cas d'une réaction redox, qui va être un cas un peu plus important à développer. On imagine qu'on a la réaction OX1 plus RED2, réaction totale, donne RED1 plus OX2. Quand je dis réaction totale, c'est quasi totale. Et cette réaction provient des deux demi-réactions que je vous ai mentionnées ici, comme ceci, avec les relations de Nernst correspondantes. Eh bien, si E02 est très supérieur à E01, c'est-à-dire si on a la réaction totale que je vous ai mentionnée ici, eh bien, on va avoir donc le potentiel de la solution dans laquelle on rajoute lentement le RED2 dans la solution de OX1 qui se calculera selon l'avancement du dosage. Alors, première étape, puisqu'on rajoute du RED2 dans OX1, première étape, RED2 est en défaut. Si RED2 est en défaut, cela revient à dire qu'on a X pour OX1, Y pour RED2, et donc Y est plus petit que X, donc eh bien évidemment la réaction va consommer pratiquement tout le RED2. On aura donc pour OX1 X moins Y et pour RED1 Y. Et donc la relation de Nernst pourra être utilisée avec le couple OX1 RED1. Donc ici on va écrire E1 égale E01 plus 0,06 sur N log de OX1 sur RED1. Deuxième cas, on est à l'équivalence. Si on est à l'équivalence, ça veut dire qu'on a mis la même quantité de OX1 et de RED2. Donc à la fin, il ne reste que des traces de OX1 et de RED2. Et il s'est formé RED1 et OX2 en quantités égales. On retient dans cette expression que OX1 égale RED2 et que RED1 égale OX2. Pour établir le potentiel à l'équivalence, eh bien, on va pouvoir faire une chose, c'est exprimer, comme on l'a déjà fait, les deux potentiels E1 et E2 en fonction de N et de epsilon. Et puis, on va considérer que E1 égale E2, E1 égale E01 plus 0,06 sur N log de epsilon sur X, et E2 égale E02 plus 0,06 sur N log de X sur epsilon. Si on fait la somme des deux, E1 plus E2, vous voyez qu'on va avoir 0,06 sur N log de epsilon sur X que multiplie X sur epsilon, c'est-à-dire log de 1. Et donc on est rendu à E1 plus E2 égale E01 plus E02. Comme l'on a E1 égale E2 égale E01 plus E02 sur 2. Comme ceci, alors encore une fois, je constate que j'ai mis E01 plus E01. En fait, c'est E01 plus E02, bien évidemment. Maintenant, si OX1 est en défaut, c'est-à-dire qu'on a mis beaucoup plus de RED2 qu'il n'y avait au départ de OX1, enfin, on a mis plus de RED2 qu'il n'y avait de OX1 au départ, alors puisque la réaction est totale, on va toujours avoir le réactif en défaut qui disparaît pratiquement, qui est donc à l'état de trace, j'ai mis epsilon. RED2, ce sera Y moins X, et pour RED1 et OX2, ce sera X. Cette fois-ci, c'est le couple 2 qui va fixer le potentiel de cette électrode. Donc, on va dire que l'on a E2 égale E02 plus 0,06 sur N log de, alors OX2, c'est-à-dire X, sur RED2, c'est-à-dire Y moins X. Et là, on est rendu à la fin de la troisième partie.